Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Au lendemain de la fête internationale du travail qui a réuni entre 150 et 300 000 personnes dans toute la France, je vous propose de suivre une table ronde sur le travail réunissant les principaux syndicats français. Cette table ronde était organisée le mois dernier au Sénat par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui fête cette année son 100e anniversaire. Cette table ronde a permis d'évoquer les différents enjeux pour le monde professionnel au XXIe siècle, la révolution technologique, la souffrance au travail et le respect de normes internationales par les différents États. Je vous laisse écouter cette table ronde. Bien, merci à toutes et à tous d'être avec nous donc, pour parler de l'OIT et de son mandat centenaire au défi de la transformation du travail. Donc cette séquence sera un petit peu différente de la précédente. Nous n'allons pas parler de cinéma ni de photos. Nous allons quand même parler de travail et également de l'OIT qui, comme vous le savez, fête ses 100 ans. Et donc c'est l'occasion de revenir dans un premier temps sur les enjeux de ce centenaire. Donc avec Alain Supiot, qui est professeur au Collège de France et membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail. Ensuite, nous donnerons la parole aux partenaires sociaux qui sont membres de l'OIT. L'OIT, comme vous le savez, qui est la seule institution tripartite des Nations Unies. Alors, il y a Laurent Berger qui... Alors, les syndicalistes se sont mis à côté. Donc, moi, je suis à côté du représentant du patronat. Donc, dans l'ordre d'arrivée, Laurent Berger, qui est secrétaire général de la CFDT, Philippe Martinez, qui est secrétaire général de la CFDT. Pardon, je suis désolée. Il voulait absolument être à côté, donc c'est pour ça que j'ai écrit 2 fois CFDT. En plus, ils sont habillés de la même manière. Donc, je ne vais pas dire Dupont et Dupont, ce ne serait pas bien, d'autant qu'il y en a un qui a la moustache et l'autre pas. Donc vous aurez rectifié de vous-même. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, et Geoffroy Roux de Bézieux, président du MENEF. Eux nous expliqueront leur vision de l'avenir du travail qui connaît des transformations à rythme accéléré, et nous diront quels sont, selon eux, les moyens d'action nécessaires à l'OIT pour relever les défis qui sont le numérique, le climat, la démographie ou encore les inégalités. Alors Alain Supiot, c'est avec vous que nous allons démarrer. Je vous propose d'aller à la tribune, s'il vous plaît, là-haut. Alors, vous êtes, comme je le disais, l'un des 28 membres de la Commission mondiale sur l'avenir du travail. Et à ce titre, vous avez procédé à un examen approfondi de l'avenir du travail afin de fournir la base analytique à la poursuite de la justice sociale au XXIe siècle. Alors, sans revenir sur l'ensemble des travaux de la Commission, pouvez-vous nous dire quels sont, selon vous, les principaux enjeux pour l'OIT de demain, notamment sur la question de la responsabilisation et de la responsabilité des acteurs, s'il vous plaît ? Oui, merci beaucoup. Je ne vais pas vous parler d'avenir du travail parce qu'il y a une quantité de rapports sur l'avenir du travail. Il y a celui de l'OIT, il y a celui de la Banque mondiale, il y a celui de l'OCDE. Moi, mon domaine est un peu différent, mais il est très proche de ce qui est le mandat constitutionnel de l'OIT. C'est celui des règles du jeu à l'échelle internationale en matière de travail, de ce qu'on appelle le droit international du travail. Et tel est le cœur de métier de l'Organisation internationale du travail, puisque la Constitution de 1919 lui donne pour mission d'empêcher que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain, chaque mot compte, ne fasse obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort de leurs travailleurs. Et la déclaration de Philadelphie a affirmé la primauté des obligations découlant de ces droits de l'homme sur les stipulations des accords du commerce et d'investissement. Donc, ce mandat n'a rien perdu de son actualité, et je dirais même qu'il est plus actuel que jamais, mais il doit s'exercer dans un contexte qui, à certains égards, est très différent de ce qui était celui de la fin de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Ces différences sont de 3 ordres. Tout d'abord, nous sommes face à une révolution informatique, ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle. Et le droit du travail lui-même est né du premier choc de la révolution industrielle sur un ordre juridique qui n'avait pas beaucoup changé depuis le droit romain. Et chaque nouveau choc oblige à une refonte des institutions. Ça a été dit notamment par le grand anthropologue Leroi-Gourhan, qui dit que les changements techniques sont à l'être humain ce que sont les mutations biologiques pour les animaux, et ça nous oblige à repenser la façon dont... Donc ça, c'est la première changement, qui pourrait être résumé par un terme que j'emprunte à Michel Vol,
qui dit que nous passons du cerveau d'œuvre, de la main-d'œuvre au cerveau d'œuvre, c'est-à-dire du monde taylorien où il y en a quelques-uns qui pensent et les autres sont censés ne pas penser et obéir, à un monde où, en raison des nouveaux outils, chacun est invité à être réactif en temps réel, à prendre des initiatives, mais dans un univers qui reste dominé par une vision de la chaîne du commandement, et c'est l'une des sources des nouvelles souffrances au travail. Autrement dit, ce changement technique, à bien des égards, est un risque d'un enfoncement dans des formes de déshumanisation qu'on avait pu voir sous le Taylorisme, dans la mesure où maintenant c'est plus une emprise physique, mais c'est une emprise cérébrale qui s'exerce sur les travailleurs, mais c'est aussi une opportunité, une chance de redonner prise à chacun sur le sens et le contenu de son travail, qui sont des sujets qui avaient été exclus du périmètre de la justice sociale dans l'ère fordiste. Deuxième nouveauté, ce sont les périls écologiques. Ça, c'est une donnée aussi anthropologique de base, c'est que c'est par son travail que l'homme aménage son milieu vital et, le cas échéant, le saccage. Et notre milieu vital, c'est la planète, et l'état de la planète est lié à nos façons de travailler à l'échelle du monde. Autrement dit, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire à une ère où l'empreinte du travail humain sur la Terre excède chaque année un peu plus les ressources de celle-ci. Et cette prise de conscience, dans le monde du travail, elle est apparue dans un domaine qui, en fait, est un domaine d'avant-garde, contrairement à ce qu'on pense, qui n'est pas représenté à cette table, qui est le syndicalisme agricole. C'est dans le monde agricole qu'à partir des années 70 sont apparues pour la première fois des préoccupations écologiques qui aujourd'hui sont au centre de beaucoup de débats sur le travail rural. C'est un point sur lequel je n'insiste pas. Le troisième défi nouveau, c'est que le monde encore de 1944-45, la fin de la Seconde Guerre mondiale, pouvait être vu comme un pavage d'États souverains. Et donc le droit international réglait les rapports entre ces États. Et à l'époque, l'Organisation internationale du travail, au moment de la déclaration de Philadelphie, elle est la seule organisation spécialisée importante. Il y a aussi les postes, enfin bon, les spécialistes du droit international me chercheraient des poux dans la tête, mais enfin comme grande organisation spécialisée, il n'y a que l'OIT. Aujourd'hui, il y a 193 au lieu de 50 États membres des Nations Unies, et il existe 15 institutions internationales spécialisées. Dans ce foisonnement de nouvelles institutions, on peut dire qu'il y en a de deux sortes. Il y a celles dont l'agenda est lié à la proclamation des droits économiques et sociaux de l'après-guerre mondiale, c'est-à-dire la santé, l'alimentation, la culture, le travail. Donc l'OIT est, si je puis dire, la tête de gondole de ces différentes organisations. L'OMS, bien sûr, pour la santé. Et puis, il y a celle dont l'agenda est plutôt l'effacement des frontières du commerce et les disciplines financières et budgétaires. C'est le FMI, la Banque mondiale et l'OMC. Et nous sommes face à un ordre international. Là, je vais prendre une expression chère à la CFDT, que je devais à quelqu'un à qui je joue beaucoup dans ma formation, qui s'appelait Jean-Paul Murcier, qui a dirigé les services juridiques de la CFDT. Il parlait d'un conflit des logiques. Il me semble que le droit international est le lieu d'un conflit des logiques où l'hémisphère droit proclame l'urgente nécessité de respecter des droits économiques, sociaux et culturels, tandis que l'hémisphère gauche dit qu'il faut améliorer ses avantages comparatifs, et pour améliorer son avantage comparatif, eh bien, il faut surexploiter les ressources humaines et les ressources naturelles. Donc, il y a un problème de cohérence au niveau international. Voilà à très grands traits, très rapidement, un tableau tout à fait différent. Comment peut-on y répondre et quelles sont les possibilités, quelle serait la responsabilité propre de l'OIT pour y répondre? Il me semble que cette réponse pourrait s'articuler autour de trois principes. D'abord, premier principe, un principe de solidarité. C'était une des illusions des économistes néolibéraux. Le plus intelligent et le plus doué, c'était Hayek. Il avait une formation de juriste avant d'être économiste. Et il dit l'horizon de la mondialisation, c'est la disparition, c'est un vieil atavisme des hommes des cavernes, la solidarité, ça va disparaître. Nous allons vers un monde, ce qu'il appelait la catalexie, des ajustements individuels fondés sur le calcul d'utilité. Bon, c'est une erreur, c'est un mirage de sa part, il s'est trompé. Si on démantèle les solidarités qui ont été élaborées démocratiquement, elles réapparaissent sous toutes les formes ethniques, nationales, de couleur de peau, tout ce que vous voulez, donc sous des formes qui, démocratiquement, peuvent poser problème.
Réinstaurer la solidarité au plan du droit international signifierait d'abord pour l'OIT la réinstaurer entre ses membres, car les choix qui ont été faits en 1919, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, c'est qu'au fond, l'OIT, c'est une sorte de self-service normatif. On vient, on prend, on souscrit ce qu'on veut, puis ce qu'on ne veut pas, on ne souscrit pas. Ce qui donne à ceux qui souscrivent peu la possibilité d'aller contrôler ce que font les autres qui ont souscrit beaucoup. La solidarité entre les membres de l'OIT voudrait dire qu'au moins ceux qui n'ont pas souscrit à une norme n'entravent pas, c'est le terme même de la Constitution, le respect de leurs obligations par ceux qui ont souscrit. Ce qui supposerait, à mon avis, qu'on réfléchisse à une responsabilité, une opposabilité erga omnes, excusez-moi de parler latin, c'est-à-dire que les États qui ont souscrit, qui ont ratifié une convention, peuvent objecter aux États qui ne l'ont pas souscrite ce non-souscription pour éventuellement limiter l'accès à leur marché. Il faudrait aussi admettre, au titre de la solidarité, la primauté des droits humains sur les stipulations des accords du commerce. Ça, c'est quelque chose qui figure dans la déclaration de Philadelphie, également dans le projet ONU d'instruments contraignants sur les entreprises multinationales. Deuxième principe, la démocratie économique. Pour en présenter l'idée, on pourrait se borner à une glose. Les juristes adorent les gloses, et surtout si elles se fondent sur des énoncés très courts et bien écrits. C'est pour ça que ça devient très difficile avec la production législative actuelle, qui est un peu exubérante et désordonnée. Dans la déclaration de Philadelphie, il est donné mission à l'OIT de promouvoir l'emploi des travailleurs, je cite, il y a deux morceaux de la phrase, dans des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté, premier élément de la phrase, et deuxième élément, et de contribuer au bien-être commun. Vous avez là ce que sont les deux piliers de ce qu'on pourrait appeler une véritable démocratie économique. Donner toute la mesure de leur habileté, c'est prendre la mesure de cette idée de cerveau d'œuvre, du fait que dans une entreprise, dorénavant, on cherche à mobiliser les capacités cérébrales de tous, et plus seulement ceux des dirigeants. D'où la nécessité d'avoir des nouveaux dispositifs d'expression individuelle et collective, et aussi un droit de regard des représentants des travailleurs ou éventuellement des dirigeants des entreprises inclus dans des chaînes de sous-traitance sur les formes informatiques qui les gouvernent, puisque de plus en plus, si vous voulez, c'est l'un des risques, évidemment, des nouvelles technologies, c'est que Chaplin, qu'on évoquait tout à l'heure, il sert une machine mécanique, mais quand vous devenez le serviteur simplement d'un algorithme, vous êtes dans une situation presque aussi désespérante que si vous cherchez à avoir le service après-vente d'Orange, par exemple. Donc vous êtes face à... L'être humain devient introuvable. Donc c'est cet enfoncement dans la déshumanisation qui se traduit par des chiffres qui, eux, n'ont rien de drôle, comme ceux de l'assurance maladie de janvier 2018, qui montrent qu'il y a eu une multiplication par 7 en 5 ans du nombre d'affections psychiques au travail en France. Ce sont des chiffres qui devraient nous donner à réfléchir. Donc le bon usage de nos nouveaux outils suppose une vraie mobilisation du cerveau d'œuvre, au lieu de continuer à considérer l'être humain comme une sorte d'ordinateur programmable. Je ne pense pas qu'il y ait d'avenir à la programmation du travail humain, même celui des chercheurs, puisqu'on cherche à nous programmer aussi à base de bibliométrie et d'indicateurs. Et là, je pourrais vous citer le nombre de fraudes dans les publications scientifiques qui a augmenté aussi d'une façon considérable. Parce que face à ces techniques qui rappellent rien d'autre que les techniques du Gosplan soviétique, il y a deux issues, la maladie mentale, la dépression ou la fraude. Alors on a vu les deux, les ingénieurs de Volkswagen avaient choisi la fraude. On peut se dire que du point de vue du droit à la santé, c'était un choix qui pouvait se défendre. Alors le deuxième aspect, j'en viens à la fin, ne vous inquiétez pas. Le deuxième aspect de la phrase, c'est « et de contribuer au bien-être commun ». Eh bien là, nous avons toute la question du lien à la question environnementale. Que produit-on? Pourquoi produit-on? Comment produit-on? Dans quelles conditions compatibles avec le maintien d'un milieu naturel qui est le patrimoine commun de tous? Et ça, c'est un sujet qui devrait s'ouvrir. Il me semble que pour l'OIT, cette question est d'autant plus à saisir qu'il n'existe pas d'organisation internationale qui soit en charge aujourd'hui de ces questions d'environnement. Donc,
faudrait plaider pour une extension du dialogue social à l'organisation même du travail, à sa nature et à ses produits. Alors, le dernier élément, le dernier principe, et je vais terminer là-dessus, qui pourrait d'ailleurs coiffer les autres, c'est le principe de responsabilité sociale et économique. Vous savez que l'invention de l'État social, ça a été montré notamment dans les travaux de François Eval, a été le fruit d'une révolution du droit de la responsabilité. Depuis des siècles, la responsabilité, on était responsable si on avait commis une faute. Et puis arrivent des machines qui explosent sans que personne n'ait commis de faute. Bon. Alors au XIXe siècle, c'est de là que vient l'invention d'une responsabilité objective. On dit le patron, il n'a pas commis de faute, mais c'est lui qui bénéficie du fonctionnement des machines, donc il doit réparer. Et puis c'est comme ça qu'on a inventé la mutualisation du risque avec l'assurance sociale. Donc c'est vraiment le point de départ de l'État social moderne. Aujourd'hui, nous aurions besoin d'un nouveau tournant en matière de droit de la responsabilité, car nous sommes face à des formes d'organisation de la production qui permettent une déconnexion des lieux d'exercice du pouvoir économique et des lieux d'imputation de la responsabilité. Si je reprends mes malheureux éleveurs de vaches qui ont élevé leurs veaux sans savoir qu'ils en ont fait des carnivores, et puis ensuite ces vaches sont devenues folles, on va dire c'est vous êtes entrepreneur indépendant qui êtes responsable de la qualité de la nourriture. En fait, évidemment, c'est l'industrie agroalimentaire, dans ce cas, qui a choisi les aliments qui sont donnés à l'entrepreneur sous-traitant, qui devrait être jugé responsable. Et alors, on a des problèmes très complexes sur lesquels j'ai conduit plusieurs études au Collège de France, parce qu'il ne s'agit pas de dire, prenons un exemple plus récent, la catastrophe du Rana Plaza, que tout le monde doit avoir en tête, c'est un des plus grands accidents industriels qu'on ait connus. Le patron du Rana Plaza était un salopard. Il méritait d'aller en tôle. Bon, il ne s'agit pas de dire... est-ce que ça exonère pour autant les multinationales qui savaient très bien qu'elles imposaient des conditions commerciales qui rendaient impossible le fait d'avoir des établissements en sécurité? Non. Donc on est face à des problèmes de distribution de responsabilité sur des chaînes de production qui sont des questions nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle une des recommandations fortes, des initiatives qu'aurait pu prendre l'OIT, mais qu'elle peut encore prendre si ces mandants font preuve de la responsabilité à laquelle tout le monde doit s'engager maintenant, c'est peut-être de mettre à l'étude un instrument international, une déclaration universelle des responsabilités qui ferait pendant à ce qu'ont été les déclarations des droits. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a pensé uniquement en termes de droits. Et avec ce résultat curieux que les multinationales sont à la fois, elles revendiquent les droits de l'homme et en même temps elles revendiquent d'être responsables comme une entreprise. On est dans une confusion actuellement. On demande aux États d'être gérés comme des entreprises et on demande aux entreprises de s'occuper des générations futures, de l'environnement, de l'écologie, etc. Donc une certaine remise en ordre, une redistribution des responsabilités de chacun serait bienvenue et ce type d'instrument devrait être une œuvre commune au niveau du système des Nations Unies, de façon à donner un référentiel commun à tous les acteurs, comme on dit, que ce soit les entreprises, les organisations syndicales, en matière de responsabilité. Pour qui responsabilité, je termine là-dessus, je ne parle pas de la responsabilité qui soit de la réclame. Je ne parle pas par exemple, je dis, je m'appelle Volkswagen, mes produits ne sont pas polluants. Bon. Là, d'ailleurs, ça n'a pas été de la réclame parce qu'il y a des juges qui condamnent l'entreprise à des dommages-intérêts. Le problème, c'est d'avoir un garant vers qui je me tourne pour mettre en cause la responsabilité de telle ou telle organisation. Pas seulement les entreprises. Lorsque le FMI a convaincu la Guinée-Bissau qu'il fallait diviser par 3 le nombre de son personnel de santé et qu'ensuite on a eu des épidémies, on pourrait dire qu'il y a une responsabilité quand même du FMI dans ce qui s'est passé. Donc il y a un problème général de réaffirmation du droit de la responsabilité au niveau international. Et en ce qui concerne les normes du travail, cette question du tiers, il faut un tiers vers qui on peut se tourner. Moi, j'ai rencontré un dirigeant d'entreprise qui m'a dit, je crois même qu'il est dans cette salle, que cette entreprise a présenté dans cette salle. Nous, à Rana Plaza, on a montré des t-shirts, mais c'est pas vrai, c'était pour nous faire chanter, on n'a jamais rien fait avec cette entreprise. Peut-être c'est vrai, peut-être pas. À qui s'adresser? On a besoin d'un tiers qui va pouvoir juger de la responsabilité. Or, ce tiers,
Normalement, ça devrait être l'OIT au niveau international. Prenez le débat actuel sur la barémisation des indemnités en France. Il y a des conseils de prud'homme qui jugent dans l'un sens, dans l'autre, le bébé va arriver entre les bras de la Cour de cassation qui va dire « mais il s'agit d'interpréter une norme internationale. On va avoir autant d'interprétations que de juges nationaux en Europe. » Et que fait l'OIT ? Eh bien, l'OIT, elle dit, j'ai l'article 37 de la Constitution, mais qui prévoit la création d'un tribunal, mais ça m'ennuie, cette histoire de tribunal. Je préfère devenir une agence de moyens dans le système ODD. Ben, je pense que si c'est ça le choix qui doit être fait, je ne dis pas que c'est le choix qui va être fait, parce que nous sommes dans le processus actuellement, ce rôle du tiers sera pris par d'autres. Ça sera l'organe de règlement des litiges de l'OMC, ou ça sera les arbitres qui sont créés dans les contrats d'investissement et dans des conventions commerciales qui sont signées entre des États forts et des États faibles et qui ne donnent pas aux États faibles les garanties que doit donner un système multilatéral. Donc vous voyez, il y a beaucoup à faire, c'est très engagé et sous la direction de son directeur général actuel, je ne doute pas, et avec aussi la contribution de tous les mandants de cette organisation, que cette dame centenaire donc on sent parfois très fragile quand on rentre dans ces murs, va retrouver une nouvelle jeunesse. Merci de votre attention. Merci Alain Supiot, merci pour cette intervention. On a bien retenu un certain nombre de choses. On y reviendra tout à l'heure avec les partenaires sociaux, notamment sur la place de l'OIT qui doit être un garant, l'importance d'une déclaration universelle des responsabilités. On y viendra dans la seconde partie de cette table ronde. Mais pour le moment, Laurent Berger, je me tourne vers vous. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les défis de l'avenir du travail? Quels sont également les principaux enseignements de l'enquête Parlons Travail, une enquête que vous avez réalisée voilà quelques mois et qui a quand même permis d'apprendre un certain nombre de choses sur la perspective et la vision du travail par les salariés. Aujourd'hui, comment voyez-vous les nouveaux défis qui s'annoncent pour les salariés d'aujourd'hui ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, dire que on est parti de deux grands constats qui ont été très bien expliqués par Alain Supiot sur ce qui provoque les profondes transformations du travail que l'on vit, transformation aussi du statut d'emploi qui est bousculé. On passe de plus en plus de travailleurs dans un statut de subordination à un statut de dépendance, de subordination économique, enfin de dépendance économique. Le statut salarié n'est plus forcément le seul qui prédomine dans le monde du travail. Mais on s'est dit, on est parti d'un deuxième constat en disant le travail, on en parle beaucoup. On a même un ministère du travail en France, mais qui ne parle pas de travail, qui parle d'emploi, de formation professionnelle. Ce sont des sujets extrêmement importants, qui ont d'ailleurs un lien avec le travail. Mais il y a besoin de redonner de la visibilité au travail et de redire un peu quelle vision on portait sur ce travail. Et quoi de mieux pour ça que d'aller directement auprès de ceux qui vivent le travail. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette enquête à la CFDT qui, en gros, rapidement pour dire, c'était une consultation ouverte pendant plusieurs mois à partir de fin 2017, début 2017, plusieurs dizaines, enfin même 150 questions, plus de 200 000 répondants et surtout un travail méthodologique avec des chercheurs pour exploiter le résultat. Et j'en viens aux enseignements de façon extrêmement rapide. D'abord, c'est toujours perturbant, c'est que c'est pas binaire, quoi. La perception de chacun sur son travail, elle est rarement binaire. Elle est complexe, comme le travail est complexe, comme ça a été bien dit dans la table ronde précédente. Mais un des éléments plus importants, c'est qu'une majorité des répondants, des travailleurs, disent qu'ils ont du mal à en percevoir le sens. Tout à l'heure, on parlait de finalité. Mais voilà, de plus en plus, il y a un non-consentement, et c'est sans doute heureux, un non-consentement à accomplir une tâche, un travail qui ne ferait pas sens pour soi, quel que soit le sens qu'on y met derrière d'ailleurs. Mais le deuxième grand enseignement, c'est qu'il y a un souci, une volonté, une aspiration de reconnaissance et de respect très très forte pour ces mêmes travailleurs. Cette reconnaissance, elle passe par les méthodes de management de l'entreprise. Elle passe évidemment par le partage de la valeur ajoutée et un revenu décent fourni par le travail. C'est assez marquant dans notre enquête. Troisième élément, c'est ils veulent avoir leur mot à dire. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration très très forte à avoir un double niveau de responsabilité, moi je parle même de pouvoir dans l'entreprise.
Le premier, c'est de pouvoir agir sur le contenu de son propre travail. Avoir son mot à dire, pouvoir s'exprimer sur ce qui est son travail, la façon dont on le vit, dont on le perçoit, dont on aimerait qu'il bouge, il change. Et ça, c'est très très fort. Et donc faire de la qualité du travail un véritable objet de discussion d'entreprise, de dialogue social. Le deuxième élément, c'est le rééquilibrage du pouvoir de l'entreprise dans la gouvernance. C'est-à-dire, ça revient beaucoup le fait que sur la stratégie de l'entreprise, sur le devenir de l'entreprise, les salariés ont une pleine conscience qu'ils sont sans doute les garants du temps moyen et long, des fois plus que leurs dirigeants, et ils veulent pouvoir peser sur les choix qui les concernent, y compris en termes stratégiques. Et puis, il y a un dernier élément extrêmement fort, c'est une volonté de plus en plus forte à articuler sa vie personnelle, qui a sans doute beaucoup bougé en globalité pour nombre de travailleurs dans les 30 ou 40 dernières années, avec des préoccupations qui ont beaucoup bougé, aussi des temps de transport, des mobilités qui ne sont pas les mêmes, des organisations familiales qui ne sont pas forcément les mêmes, etc., avec sa vie professionnelle. C'est-à-dire cette articulation des temps est une aspiration très très forte qui ressort de notre enquête. Voilà, de façon extrêmement rapide. Alors effectivement, vous avez questionné des salariés français, c'est assez évident. Est-ce que vous pensez que ce qui en est ressorti, c'est quelque chose aussi qu'on peut partager avec d'autres pays de par le monde? Alors bien sûr pas tous, parce que tout le monde n'a pas la même manière de travailler, ni les mêmes conditions de travail, mais ce constat que vous faites, est-ce qu'on peut l'élargir à d'autres pays, puisque aujourd'hui on est dans une organisation internationale et qu'on parle de 600 ans. Sans doute, mais ça mériterait d'être vérifié, mais ce serait un beau défi pour la Confédération syndicale internationale d'être capable de mener ce type de démarche auprès de l'ensemble des travailleurs l'ensemble des travailleurs du monde. Nous, évidemment, en France, ces travailleurs, ce sont la plupart du temps, c'était même dans l'immense majorité, des travailleurs, soit des salariés, soit de ce qu'on appelle des travailleurs indépendants ou des freelances. Là, si on le faisait au niveau international, il y aurait aussi beaucoup de travailleurs de l'informel également. Donc les problématiques ne seraient pas forcément totalement les mêmes. Mais en tout cas, d'un niveau européen, dans un premier temps, et sans doute d'un niveau international, ce serait intéressant que le syndicalisme... Vous savez, ce type d'enquête, on ne va pas se raconter d'histoire. Il nous a appris des choses, mais il y a quand même beaucoup de choses en discutant avec les uns avec les autres, en se déplaçant dans les entreprises, en rencontrant les équipes syndicales, les salariés, qu'on connaissait, qu'on percevait. Mais c'est quand même beaucoup plus fort quand ça vient de ceux qui, tous les jours, exercent ce travail, ce travail, quel qu'il soit, et ont la capacité de retrouver un peu de visibilité. Parce que, encore une fois, dans le débat public, y compris dans le débat public en ce moment, la question du travail tel qu'on l'aborde à travers cette enquête, elle est quand même assez absente. Bien, merci. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux, prenez peut-être un petit micro. Il n'y a pas beaucoup de micros. Voilà. Alors, comment le représentant des employeurs que vous êtes aborde-t-il justement ces transformations du travail qu'on observe aujourd'hui, mais à un rythme accéléré? Et quelle stratégie les entreprises doivent-elles adopter? Bon, merci de m'avoir invité. Je ne sais pas pourquoi je sens confusément que je vais être un peu la cible aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais pas du tout. On est content, monsieur Suppot. Écoutez, d'abord, c'est une préoccupation forcément qui est la nôtre. On pourrait presque poser la question en disant le travail, il y a un avenir. Parce que quand vous lisez tout ce qui s'écrit sur l'intelligence artificielle, c'est pas une mise sous tutelle du cerveau. On n'est plus à l'ère de l'informatique, hein, comme vous dites. On est à l'ère où on remplace le cerveau humain par une machine qui coûte moins cher, qui ne se met pas en grève et qui ne demande pas d'augmentation de salaire. Vous savez, la curiosité de voir ce que c'est que Ocado. Ocado, c'est un entrepôt automatisé qui est en Grande-Bretagne, qui est le fournisseur d'Amazon. C'est assez terrifiant. Parce que, je dis ça, j'allais dire en tant que citoyen, même pas en tant que patron. Pourquoi? Parce que ça remplace, en fait, quasiment 95% des emplois d'un entrepôt traditionnel. Donc je pense que la question qui est posée, elle est d'abord sur le modèle économique de la révolution industrielle. Et là-dessus, je suis aussi désarmé que vous et que tout le monde. C'est-à-dire que très difficile d'imaginer, de la même façon que quand on était fabricant de carrosses en fin du XIXe siècle, imaginer ce que sera l'avenir du travail dans les années 30, c'était très compliqué. Alors, je suis fondamentalement optimiste parce que le système d'économie de marché, c'est un système totalement darwinien. Ça fait à la fois sa force et sa faiblesse.
c'est qu'il réinvente des modèles de travail au fur et à mesure qu'il les détruit. Et l'énorme difficulté qu'on a tous à vivre, et évidemment en plus quand on est côté salarié, c'est cette espèce de destruction-création permanente, avec une caractéristique de l'époque moderne, c'est que elle s'accélère, c'est-à-dire qu'il fallait, je sais pas, une génération pour remplacer le paquebot de ligne par l'avion de ligne. Donc, on se disait que une génération, ça permettait de former les gens, de les préparer. Et aujourd'hui, il faut quelques années pour remplacer une génération. Juste pour vous illustrer ça, moi, j'ai démarré ma première entreprise quand j'ai créé mon entreprise dans les télécoms. Donc, à la fin des années 90, tous mes fournisseurs étaient européens. C'était Nokia avec 45% de part de marché de téléphonie mobile. Je pose la question dans la salle aujourd'hui, qui a un Nokia ? Plus grand nombre. Je pense que les seuls qui en ont n'oseront pas lever la main. Donc la réalité, c'est que... Pardon madame, excusez-moi. Non mais j'ai rien contre Nokia, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en quelques années, vous avez un leader mondial qui a, non pas disparu, mais qui a été... Et donc, derrière l'organisation du travail que ça suppose, la formation, le renouvellement des compétences, et, je veux bien prendre le mot qui a été évoqué, la souffrance au travail, elle est évidemment très difficile à imaginer. Donc on est tous devant d'énormes incertitudes collectives sur lesquelles on doit s'interroger en macro, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays ou d'ailleurs à l'échelle du monde, puis évidemment en micro. Matin, midi et soir, un patron d'entreprise, qu'est-ce que c'est, est en train de se dire mais qui est en train d'inventer une nouvelle manière de faire ce que je fais, différente, où effectivement des technologies peuvent complètement bouleverser la donne. C'est ça l'obsession d'un patron aujourd'hui. Et quel que soit et sa géographie et son secteur. Bien, merci. Alors Yves Verrier, toujours... Je n'ai pas refroidi l'ambiance là, si un peu quand même. Yves Verrier, au regard des mutations du travail, alors qu'on observe qui sont à l'œuvre depuis la désindustrialisation, comment faire justement pour redonner une dimension humaine au travail et un travail qui soit justement facteur de cohésion sociale? Bien, alors justement, par rapport à l'atmosphère refroidie, si on se tourne un peu... C'était pas volontaire, j'imagine. Non, mais ce sont des vraies questions. Si on se tourne vers le passé de l'Organisation internationale du travail, on a des raisons d'espérer et de penser qu'elle est capable de faire face aux évolutions actuelles. C'est une des plus vieilles organisations du système international. Son nombre de membres est quasiment au niveau de celui des Nations Unies. Elle a la singularité d'être une organisation tripartite et qui continue de fonctionner, mais je reviendrai là-dessus, il y aura des choses à dire et à faire à ce sujet. Elle a résisté quand même au deuxième conflit mondial, à la division du monde en deux blocs politiques. Elle a accompagné l'indépendance des pays qui étaient colonisés. Aujourd'hui, elle tente, alors je ne sais pas, Monsieur Supuyot, plus ou moins bien, d'accompagner, ou en tout cas, non pas d'accompagner, mais de s'insérer dans les problèmes d'aujourd'hui. Les objectifs du développement durable intègrent beaucoup plus que ça n'a jamais été jusqu'à maintenant au niveau des Nations Unies, à travers le concept du travail décent, le rôle de l'Organisation internationale du travail. On a eu un petit peu de mal, puis on peut s'interroger aujourd'hui sur l'efficacité du G20 au moment de la crise de 2008, mais l'Organisation internationale du travail a été ramenée à la table des réflexions sur comment faire face aux conséquences de la crise financière. Donc, on peut penser qu'a priori, elle serait capable de faire face à ces nouveaux enjeux. Cela étant, c'est vrai qu'il y a, et ça a été assez bien dépeint tout à l'heure dans les premiers échanges, des difficultés. Monsieur Supio l'a évoqué. On parlait de la grève tout à l'heure, mais ce qui pose par exemple un premier problème, c'est la disparition des collectifs, des grands collectifs de travail. Il y a quand même un éclatement sérieux du travail, y compris au niveau national.
on a beaucoup de très petites entreprises. On le dit, hein, l'essentiel de l'emploi aujourd'hui, il est créé dans les très petites entreprises. On a de la sous-traitance et on a des salariés qui, sans même aller voir ce qui tourne autour de Uber, mais par exemple dans des secteurs de services du type propreté, prévention sécurité, qui appartiennent à des grandes entreprises, mais qui ne se verront jamais. Ils sont 2 sur un site, 2 sur un autre, et évidemment, organiser le collectif, et alors a fortiori, matérialiser le lien social que crée éventuellement le travail, le fait d'aller au travail, de rencontrer ses collègues de travail, il est beaucoup plus difficile à réaliser. Le directeur général, dans son premier rapport en tant que directeur général, je me souviens, avait un paragraphe que j'utilise souvent sur la question de la compétitivité, en expliquant que s'il est louable qu'une entreprise ou qu'un État cherche à être plus compétitif, le problème c'est que pour qu'il y en ait un ou une plus compétitif, il faut qu'il y en ait un ou un autre ou une autre moins compétitif. Et que si on ne prend pas en compte cette dimension, on est dans une spirale, et à l'échelle de la mondialisation, évidemment, qui est dangereuse du point de vue, et on le voit bien aujourd'hui, l'essentiel porte quand même sur la question du coût du travail. On a, y compris en France, dans la situation présente, le Premier ministre expliquait au mois de décembre, lorsque le Président de la République a annoncé des mesures, des dispositions sur le SMIC, prime d'activité, qu'on n'augmentait pas le SMIC parce que si on augmentait le SMIC, on augmenterait le coût du travail pour les entreprises, et si on augmente le coût du travail pour les entreprises, on va à l'encontre de notre politique en matière de compétitivité. Donc il y a cet enjeu-là. Il y a un autre enjeu, je vais être très court maintenant, c'est celui de la financiarisation. Parce que le BIT Paris avait organisé il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, un colloque sur la question de la financiarisation à partir d'un rapport qui avait été réalisé. Et moi, j'ai été frappé par les données de ce rapport, mais il mettait en évidence, par exemple, qu'aujourd'hui, la capitalisation boursière aux États-Unis, c'était 25% du PIB en 1982, c'était 175% du PIB en 2000. Et fin 2013, le marché des produits dérivés, alors moi je ne suis pas un spécialiste des finances, hein, mais ce qui, je crois, a quand même été une des causes de la crise de 2008, représentait 10 fois le PIB mondial. Et ça n'existait pas avant 90. Et évidemment, ça change quand même les rapports. On ne sait plus, et j'y viendrai tout à l'heure, mais on ne sait plus qui sont nos interlocuteurs du côté employeur. Très bien. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux voudrait réagir. Alors, peut-être que je vais vous passer le micro avant de passer la parole à Philippe Martinez, parce que... Ou alors, on vous passe la parole. Philippe Martinez, et ensuite Geoffroy Roux de Bézieux. Vous la reprendrez. CGT avant le MEDEF. Alors, c'est simplement que pour l'instant, Philippe Martinez n'a pas eu la parole. Pareil, sur cette même question de l'ampleur de la transformation qui est en cours, quel avenir du travail peut-on dessiner pour vous aujourd'hui, et comment saisir les opportunités qui s'offrent à nous pour améliorer tout ce qui est qualité de vie professionnelle, comblement des écarts entre hommes et femmes, enfin tous les sujets qui ont été listés tout à l'heure. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je reprécise, hein, c'est pas parce que Laurent Berger a voulu être à ma gauche, je suis toujours le secrétaire général de la CGT. C'est bon de le préciser. Alors, moi, je pense qu'il faut aborder la question sur deux aspects. La première chose, c'est que dans l'histoire du monde du travail, toutes les évolutions technologiques ont toujours été présentées comme un danger sur l'emploi. Et la finalité a montré que, premièrement, on a toujours eu besoin de l'intelligence humaine, toujours. Mais que par contre, cet épouvantail de la technologie s'est traduit d'abord par des suppressions d'emplois pour augmenter la compétitivité et les profits des entreprises. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça a aussi eu des conséquences sur la santé des travailleurs et des travailleuses. Même si les maladies, entre guillemets, évoluent, on ne parlait pas, il y a au temps du terrorisme, de burn-out, etc., mais ça existe et c'est bien lié au travail et à l'évolution du travail. Ça, c'est la première chose. Et donc, il y a eu X rapports, me semble-t-il, sur les conséquences de l'intelligence artificielle. Les écarts entre du nombre d'emplois supprimés étaient, j'allais dire, du simple au quintuple, voire 1000 fois plus. Donc il faut aussi qu'on ait des choses sérieuses. Le deuxième aspect, c'est que je parlais d'intelligence humaine, mais les rapports sociaux, dans notre société, c'est essentiel.
Plus que jamais. Moi, puisqu'on parlait culture tout à l'heure, j'ai vu un excellent film de Ken Loach, un afro-gauchiste, qui s'appelle Moi, Danny Blake, sur le traitement des privés d'emploi par l'intelligence artificielle, par des machines. Ben, est-ce que c'est cette société-là qu'on veut, ou on veut, comme ça a été dit tout à l'heure, avoir un sourire humain plutôt qu'un robot qui ne sait pas sourire? Je pense qu'il faut aussi poser les questions comme ça quand on parle de l'avenir du travail. Parce que sinon, on est soumis entièrement aux questions financières et les aspects humains. Et je crois que c'est plus que jamais posé dans notre société avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et moi, je pense donc que c'est ça l'enjeu. Ne pas évacuer tout ce qui est lien social. Et je parle du traitement des privés d'emploi, mais ça pourrait aussi... au nom de quoi on supprimerait les hôtesses de caisse dans les magasins? Au nom de quoi? De la pénibilité du travail? Eh bien, il suffit de doubler le nombre de caisses dans les magasins, ça crée de l'emploi et ça réduit la pénibilité. Peut-être que monsieur, on ne citera pas de nom, touchera moins de dividendes. Et alors? Et alors? C'est ça une société juste où on partage le travail, les richesses, et je pense que c'est autour de ça qu'il faut réfléchir. Et moi, pour ne pas être trop long, il me semble que l'avenir du travail, il se construira d'abord en écoutant les travailleurs et les travailleuses. Un peu ce qu'a développé Laurent à travers leur enquête, mais évidemment, on peut laisser aussi la parole parce qu'on croise des travailleurs et des travailleuses tous les jours. Tous les travailleurs et les travailleuses, même dans les travaux les plus pénibles, sont fiers de leur travail. Ils disent qu'il est pénible, ils disent qu'il est difficile, mais ils sont fiers de parler de leur travail, quel que soit leur travail. Et ils ont des idées pour améliorer leur efficacité. Qu'est-ce qu'ils disent? Arrêtez de m'écrire ce que je dois faire, laissez-moi faire ce que je sais faire. C'est la fameuse différence entre le travail prescrit, qui, dans les entreprises privées, a des objectifs systématiquement financiers, et le travail réel, qui est d'abord basé sur le beau travail, le bien faire son travail. Et d'ailleurs, moi, je trouve que de nombreuses entreprises pratiquent le mensonge à outrance, parce que le mal travail génère de la non-qualité et donc des coûts pour l'entreprise. Et donc là aussi, il faut de la démocratie dans les entreprises, c'est-à-dire que les salariés, les travailleurs puissent et des lieux pour parler de leur travail. On a fait des open space. Moi, dans ma boîte, dans mon établissement, pardon, il y a des open space pour pouvoir faire du travail collectif, pour pouvoir se parler. Tout le monde travaille avec des écouteurs. Tout le monde travaille avec des écouteurs. On a des relations dans un même service de clients-fournisseurs. C'est-à-dire que mon collègue n'est plus mon collègue, il est mon client ou je suis son fournisseur. Il faut revoir ces organisations du travail. C'est la faute à qui? Au patron? À quoi? L'évolution de l'organisation du travail? Qui impose les organisations du travail? D'ailleurs, et c'est là où l'OIT a un rôle à jouer, peut-être qu'on y reviendra, qui impose les organisations du travail du donneur d'ordre jusqu'au sous-traitant? Alors on n'ose pas avouer qu'on travaille parfois avec des sous-traitants qui pratiquent le travail informel. Bon, donc on met ça de côté, c'est la fameuse photo qui est restée dans votre bureau caché. Mais il y a bien vous allez dans n'importe quelle entreprise de sous-traitante, moi qui travaille chez Renault, je ne suis jamais perdu en matière d'organisation du travail quand je vais dans la sous-traitance. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes dessins sur l'organisation du travail. Et donc là, il faut renforcer la responsabilité des donneurs d'ordre sur l'évolution du travail. On ne peut pas imposer n'importe quoi. Et puis, on y reviendra, il faut des règles parce que le droit collectif, c'est essentiel. Tout à fait, on y reviendra. On va passer la parole. Alors, le micro, si vous pouviez juste ordonner à Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux, c'est vrai que vous souhaitiez réagir par rapport à ce qu'a dit juste avant Yves Verrier. Je pense que là, les propos de Philippe Martinez vous questionnent. Je vais commencer par la partie de son discours sur lequel je suis d'accord. Mais comme c'est le représentant du patronat.
Du grand patronat, on dit en Du général. grand patronat. Ça vous ennuie pas de... Ouais. Non, je vais commencer par la partie du discours de Philippe Martinez avec lequel je suis d'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire, il va avoir des ennuis dans sa centrale. Ou moi. Non, la vraie question de l'avenir du travail, c'est la place de l'humain. Je ne crois pas qu'il faut nier, et ça s'est déjà produit, que pour certaines tâches, de cerveau ou de main-d'œuvre, la machine étant plus efficace, elle remplacera l'homme. C'est déjà arrivé, hein, d'ailleurs, dans plein de... La question qui est posée, c'est quelle place on laisse à l'humain, et c'est une question, objectivement, c'est pour ça que les rapports sont très divergents, dont personne n'a la réponse et qui va évoluer au fil du temps. J'ai essayé de prendre un exemple concret qui est la profession de médecin. Aujourd'hui, il est prouvé que, parce que la base des cas médicaux dans le monde est très développée, un algorithme bien foutu est un meilleur diagnostiqueur sur un certain nombre de maladies qu'un médecin très expérimenté. Donc on peut se dire, mais c'est terrible, il n'y aura plus de médecins. Et pourtant, mon intime conviction, mais c'est une intime conviction, et je parle là sur un sujet que je ne connais pas forcément bien, c'est que ce qui va se passer, c'est que le médecin va s'appuyer sur un diagnostic d'un algorithme qui lui dira, bah oui, dans ce cas de tumeur, effectivement, dans 95% des cas, c'est ce traitement-là qui est le plus adapté, mais qu'au final, l'accompagnement du patient, le face-à-face se fera avec un médecin qui restera un médecin, mais qui travaillera différemment de ce qu'il faisait avant. Et au fond, c'est toute la question qui nous occupe, sur laquelle je ne pense pas qu'il y a de réponse simpliste. C'est, dans cette transformation du travail, la part de l'humain, la part de la machine, avec une dimension de rapidité. Juste une petite réponse très rapide sur l'histoire des caissières. Vous avez raison. Pourquoi est-ce qu'on supprime les caissières si les clients veulent garder des caissières et n'ont pas envie de s'effacer? La question, elle se pose, c'est si Amazon n'a pas de caissière, comment fait Carrefour, si c'est le cas que vous citiez, pour résister à Amazon qui n'a pas de caissière? Et donc le problème de la compétitivité, il est posé quand même de manière globale et pas dans un seul pays. Puis je voudrais réagir, un dernier point, sur la financiarisation de l'économie. En fait, le mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot capital. Parce qu'une entreprise, c'est trois choses, c'est du capital, du travail et des clients. Et c'est cette interaction qui n'est jamais d'ailleurs une chose simple, hein, parce que moi je ne crois pas à une entreprise sans conflit, il y a forcément des tensions entre les trois. Les intérêts du client ne sont pas toujours les intérêts des salariés, qui ne sont pas toujours les intérêts des actionnaires, et c'est cette dynamique-là qui est compliquée à équilibrer. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu, nous, le monde patronal, les entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs ou des managers salariés, une accélération de la demande de résultats du capital. Et on le voit bien, et ça se manifeste très fortement en Occident, la différence entre le capitalisme familial ou entrepreneurial, qui en général résonne sur une durée longue, et les sociétés cotées, et donc le capitalisme moins patient. Il y a d'un côté un capital patient, qui résonne à 5, 10, 15 ou même quelquefois plusieurs générations, et de l'autre, un capitalisme qui résonne au trimestre, voire moins. Et effectivement, dans des mondes en transformation, avec des externalités de type transition écologique, il y a un modèle qui me semble plus pertinent que l'autre. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, cher Yves Verrier, c'est qu'on constate maintenant depuis une toute petite dizaine d'années, mais ça s'est accéléré, que les entreprises quittent la bourse. Et pourquoi elles quittent la bourse? Parce qu'elles préfèrent du capital patient à du capital, alors je prends l'expression, impatient. Et donc, moi, ma conviction, c'est que l'avenir du capitalisme, il est dans la nature du capital. Au fond, vous auriez pu intituler ce colloque « Avenir du travail, avenir du capital », parce que les deux sont intimement liés. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Les deux questions sont fondamentalement liées. Merci Laurent Berger. Vous souhaitiez dire quelque chose? C'est juste moi, je crois qu'il y a l'entreprise, elle est constituée de... Enfin, il y a deux parties constituantes. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a le capital et le travail. Et il y a des parties prenantes. Mais ce qui fonde une richesse de l'entreprise, c'est le capital et le travail. Et si on veut avancer,
Parce que même lorsque les entreprises sont plutôt dans le rendement lent, etc., ça ne garantit pas de bonnes conditions de travail pour autant pour les salariés. Parce que il peut y avoir tout un tas de conditions, ça les rend potentiellement meilleurs, mais ce n'est pas acquis. Moi, je crois qu'entre ces deux parties constituantes, il faut rééquilibrer les pouvoirs. Il faut les rééquilibrer sur 2 points. Sur la gouvernance des entreprises, c'est absolument nécessaire pour y compris réfléchir à des questions de stratégie, beaucoup plus que ça ne l'est fait aujourd'hui, de devenir d'entreprise. Et il faut les rééquilibrer sur la question du travail. Et moi, je crois que la question de l'organisation du travail, elle doit être un vrai objet de discussion, de dialogue social dans l'entreprise. Et c'est malheureusement pas le cas. Et on s'en aperçoit, c'est souvent vu comme étant, voilà, il y a un peu une prérogative jalouse de la part de l'entreprise, des responsables de l'entreprise, et je crois que ça nuit. Parce que moi, je crois que c'est autour de cette question de l'organisation du travail, avec tout ce que ça veut dire autour de qualité du travail, etc., que des choses se jouent sur la façon dont les travailleurs vivent bien, moins bien ou mal au travail. Allez, un petit mot avant qu'on passe. Alors. Pardon, Laurent, mais très rapidement, mais je pense qu'il y a une partie, je ne sais pas si elle est constituante en prenante, qui est la plus importante, c'est les clients. Il y a une entreprise qui n'a pas de clients, elle ne vit pas. Et la pression des clients, elle est aussi forte que celle des actionnaires. Quand le client Amazon, si je prends cet exemple, veut avoir tous ces livraisons. Ah, je sens que M. Martinez va réagir, mais je finis juste avant que vous réagissiez. Un peu plus loin, il doit y en avoir 2. Quand le client Amazon veut tous ses colis en 24 heures, ou en 6 heures, ou ça ne change rien, je veux dire, il met une pression qui est aussi forte que celle des actionnaires. Sur le dialogue social autour de l'organisation, oui, je suis d'ailleurs assez d'accord avec ce qu'a dit Philippe Martinez tout au début sur les entreprises qui fonctionnent bien sont celles, enfin il l'a pas dit comme ça, mais moi je le reformule, sont celles qui font du bottom-up en organisation, qui demandent à leurs salariés quelle est la meilleure façon d'ajuster un poste de travail, de s'organiser, de prendre des décisions. Et on voit bien que les entreprises modernes vont vers ça. Bon, peut-être pas assez vite, etc. Tout simplement d'ailleurs parce que les salariés ne vont plus dans des entreprises où on ne leur explique pas pourquoi ils travaillent. Et ça, au niveau des jeunes générations, c'est très vrai. Là où on aura une différence avec Laurent Berger, c'est que le partage de l'information, le dialogue sur l'organisation, il ne va pas jusqu'au partage de la décision finale. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, et je le redis ici, c'est pas forcément l'endroit le plus facile pour le dire, le capitalisme, c'est un système où quelqu'un risque son argent, mais son capital. Nous, on a besoin de capital. Moi, j'ai démarré une entreprise, j'avais pas d'argent. Ben, j'ai été voir des gens qui m'ont prêté de l'argent, qui ont pris un risque, parce qu'effectivement, j'avais 33 ans, il y avait peu de chances que je réussisse. Cet argent, je l'ai fait fructifier, je l'ai rendu, j'en ai gardé un petit bout pour moi, parce que j'avais aussi pris des risques. Et ça, c'est le principe de base de l'économie de marché depuis 200 ans. Et donc, le dernier mot doit aller au capital, parce que fondamentalement, c'est celui qui prend le risque de l'investissement de départ. C'est évidemment un point qui va nous opposer, cher Philippe Martinez. Alors, je vous rassure. Alors, juste Philippe Martinez, vous répondez effectivement sur l'aspect capital et après on repart un petit peu peut-être sur l'OIT. Enfin, on sait qu'on n'est pas d'accord, donc on va pas. Voilà, je pense. Non, mais moi, je voulais réagir sur le client serait roi. Bah si. Oui, enfin bon, vous avez évolué dans votre communication, mais la finalité est la même. Ce serait le client qui décide. Mais il décide de quoi, le client ? Parce que le client est un travailleur ou une travailleuse, il est salarié. Quand il n'a pas d'argent, le client, parce qu'il est mal payé par son employeur, il décide de quoi ? D'aller vers du low cost, comme vous dites, vers des produits de moins bonne qualité. D'ailleurs, ça pose les questions environnementales, des questions d'alimentation, etc. Et ça peut se poser demain sur les questions de santé. Moi, j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais on est en train de passer de la carte vitale à la carte bleue. C'est-à-dire que selon son porte-monnaie ou son compte en banque, on aura droit à certains soins et pas à d'autres. Donc le client, c'est pas quelque chose d'abstrait. Et puis à ce rythme-là, mais on va y revenir parce que je souhaite, et on est là pour ça, de parler de normes internationales. Le jour, je suis très provocateur, vous me connaissez, mais Amazon décide de remettre des esclaves dans ses magasins, ça va être ça la référence ? Ça va être ça la référence au nom du client pour payer moins cher. Donc c'est un système sans fin, enfin sans droit plutôt. Et donc il faut des normes. Et la transition est toute trouvée pour passer à la deuxième partie
de cette table ronde parce qu'il est déjà 17h14. Alors justement, comme vous le disiez, l'OIT, ce sont 198 conventions, plus de 200 recommandations qui couvrent tous les domaines du Code du travail. La France est d'ailleurs l'un des pays qui est le pays qui a le plus ratifié de conventions. Reste qu'aujourd'hui, l'OIT doit pallier les limites intrinsèques de son système normatif, qu'il s'agisse de la faiblesse du taux de ratification ou de l'absence de tribunal à l'OIT. Et elle doit également renouveler son approche normative, notamment avec une approche, peut-être, par le dialogue social international. Alors Yves Verrier, vous êtes un grand connaisseur de l'organisation, vous l'avez beaucoup pratiqué. Est-elle capable aujourd'hui d'adapter son mode de fonctionnement et ses normes aux nouvelles évolutions du travail dont on vient de parler? Et l'élaboration du consensus est parfois difficile, et comment peut-on y remédier? Justement, la singularité de l'OIT, elle est effectivement la représentation tripartite, c'est-à-dire que sont représentés les pays par leur gouvernement, les représentants des employeurs, les représentants des travailleurs. Et tout ce qui se discute, se dessine, se construit à l'OIT, se fait sur la base de ce dialogue social tripartite avec l'objectif d'aboutir à des consensus qui permettent de s'accorder sur telle ou telle norme ou convention ou recommandation. Et parallèlement, évidemment, la question qui est posée, c'est comment on fait pour qu'on s'assure que ces conventions et ces recommandations sont mises en œuvre. Alors, il y a deux problématiques. Il y a celle de la ratification, vous l'avez dit. Donc, il y a un certain nombre de conventions qui sont plus ou moins ratifiées. Les conventions fondamentales, liberté syndicale, négociation collective, curieusement d'ailleurs, par rapport à l'ensemble des conventions fondamentales, sont celles qui sont un peu moins ratifiées. Mais elles sont quand même pas mal ratifiées. Et puis, il y a travail forcé, travail des enfants, discrimination, qui sont beaucoup plus ratifiées. Pour autant, une fois qu'elles sont ratifiées, on s'est aperçu sur le travail forcé, on a décidé d'établir un protocole qui vient conforter la Convention 29 pour la rendre effective, que malgré ce très haut niveau de ratification, la Convention 29, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles formes de travail forcé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, on a réussi, après 2 ans de débats assez difficiles, à s'accorder sur l'adjonction d'un protocole sur cette convention fondamentale. Reste le système... alors, il faut aussi comprendre que le fait qu'une convention ne soit pas ratifiée ne dit pas qu'elle ne diffuse pas dans l'ordre et la réglementation du travail dans le monde. Le temps de travail a été réduit globalement dans les pays industrialisés en tout cas, bien que beaucoup de pays n'aient pas forcément ratifié les conventions. Sachez d'ailleurs qu'au passage, on ne le sait pas trop, et on ne le dit pas trop, mais la France n'a pas ratifié de fait la convention numéro 1 sur les 8 heures et les 48 heures, parce que sa ratification était soumise à celle d'un autre pays qui ne l'a toujours pas ratifiée. Donc, on n'a pas ratifié. Et pourtant, je crois que c'était l'Allemagne qui elle-même était soumise à la ratification d'un autre qui a disparu entre-temps, qui plus est. Voilà, on vous fait confiance. Mais sur cette question, ce qui est étonnant, c'est que les 48 heures hebdomadaires, les 8 heures, c'était plus compliqué, les 8 heures quotidiennes, mais les 48 heures hebdomadaires sont devenues une norme. Étonnamment, c'est au niveau européen que les 48 heures sont remises en cause. Donc, la question, et je termine là-dessus, majeure, je pense, on a échoué sur le concept de clause sociale, notamment dans les accords commerciaux dans les années 90, parce que beaucoup de pays ne voulaient pas risquer de se voir exclus de l'accès au marché mondial par le fait qu'ils n'avaient pas été, ou qu'ils n'étaient pas au niveau, par exemple en termes de travail des enfants. Je pense par exemple à l'Inde, qui était très porteuse de ce discours. On a essayé d'évoluer. Aujourd'hui, la question, on la pose dans un terme un peu différent, c'est la cohérence du système multilatéral. Faire que, moi j'ai souvent pris une image, ce sont les ministères du travail qui sont présentés en règle générale à l'OIT. Sauf qu'ils se mettent d'accord, on se met d'accord à l'OIT, mais celui qui est en charge du commerce, celui qui est en charge de la politique budgétaire, le gouverneur à l'OCDE ou au FMI ou à la Banque mondiale, nous ne sommes pas persuadés et sûrs qu'il est bien au fait
des conditions normatives sur le plan social qui sont élaborées à l'OIT. Donc il y a deux niveaux pour que cette cohérence, et je termine là-dessus, puisse devenir effective. Un, que l'OIT soit reconnue, et c'était tout l'enjeu de mettre l'OIT à la table du G20 comme l'architecte de l'ordre commercial, budgétaire, monétaire international, et qu'au niveau national, on commence dès le niveau national à ce qu'on fasse en sorte qu'on mette autour de la table régulièrement non seulement le ministre du Travail et les interlocuteurs sociaux, mais celles et ceux qui représentent l'État dans les divers organismes financiers, bancaires, budgétaires, pour qu'on fasse en sorte qu'on s'assure qu'on a en tête le respect des normes internationales du travail dans les politiques commerciales, monétaires, budgétaires qui sont mises en œuvre. Donc évidemment, la question elle est difficile, ça a donné lieu à beaucoup de débats, comme la question des chaînes de valeur, et on a du mal à s'accorder. Je termine sur un point, le problème de la financiarisation, et il est le suivant, c'est que, et je l'ai dit à plusieurs reprises aux employeurs français, venez à l'OIT. Alors ils viennent, elle est juste là, et là c'est très bien, mais on a de plus en plus à faire quand on siège à l'OIT, et j'ai eu beaucoup de mal, j'y suis parvenu à mettre à jour le recueil de décisions de la liberté syndicale, qui est la doctrine de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, parce qu'en face de nous, on a beaucoup plus souvent, comme représentants des employeurs, des avocats, et souvent des avocats anglo-saxons, qui n'ont comme autre objectif que de repérer les rigidités des normes internationales du travail et faire en sorte qu'on les contourne. Donc voilà, ça fait partie des difficultés. Je parlais de la financiarisation. Oui, c'est plus cela, c'est vrai. Voilà. Geoffroy Roux de Bézieux, prenez le micro justement. Alors, moi je voudrais partir d'assez loin. On a toujours pensé, en tout cas dans l'école libérale, que la liberté politique et la liberté économique allaient de pair. Et qu'au fond, plus on poussait la liberté économique, plus la liberté politique allait suivre. Et puis, depuis une petite dizaine d'années, manifestement, les choses se passent assez différemment. Et il y a un certain nombre de pays qui combinent liberté économique, économie de marché, et absence ou réduction, suivant la manière dont on se positionne, de la liberté politique, y compris la liberté syndicale. Et je pense que le problème numéro un, il est là, au fond. Si on sort de notre dilemme franco-français, on est dans une économie libre et concurrentielle avec des gens qui ne jouent pas avec le même arbitre. Le sujet, à mon avis, il part de là. Et quand vous avez en ce moment une économie chinoise qui est en plein boom, mais qui a des contraintes, des normes, qu'elles soient environnementales, sociales, ou même rapport entre l'État et les économies privées qui ne fonctionnent pas sur le même modèle, je pense que ça pose une vraie question. Alors pour moi, ça rend le rôle de l'OIT d'autant plus important. Simplement, je connais mal l'OIT, je lisais la fiche qu'on m'avait préparée, constate que seulement 12% des pays ont signé les conventions. Alors moi, jouer dans une cour où il y a 12% des pays qui jouent avec une règle et 88, si je fais le compte, qui jouent avec une autre règle, c'est dur. C'est même pas complètement évident. Et donc je pense que pour nous, la vraie question, et là il y a une forme de collectif, en tout cas d'intérêt collectif pour les employeurs et les syndicats de salariés, c'est comment on fait pour monter le niveau des normes. Parce que si c'est pour que certains avancent beaucoup plus vite que d'autres, on va créer une économie mondialisée assez divergente. Il y a un autre chiffre moi, qui m'a beaucoup frappé, que je n'avais pas en tête, 60% de l'emploi mondial est de l'emploi informel. Au fond, la première question, le premier combat de l'OIT, c'est comment faire pour qu'on passe de 60% à... Et on est loin comment dire, de nos problématiques franco-françaises, d'une certaine manière. Je prends la comparaison avec la transition écologique. La France présente 1% des émissions carbone. Et bien sûr que les ONG trouvent qu'on ne va pas assez vite, mais l'industrie française a à peu près réduit ses émissions carbone depuis 10 ans. C'est à la production en France de 20% à production constante, parce que malheureusement, il y a eu, comme vous le savez, un certain nombre d'usines qui ont fermé. Mais si les autres ne font pas pareil, si pire, les produits importés ont un contenu carbone qui est plus élevé,
c'est évidemment un puits sans fin. Et je suis presque d'accord avec la dernière phrase de Philippe Martinez sur... Décidément. Non, mais sur la fin d'Amazon, parce qu'effectivement, il faut que ça soit un modèle qui soit avec les mêmes règles de compétition de part et d'autre. Je pense que le problème numéro 1 de l'OIT, que je connais mal, moins bien qu'il varie en tout cas, c'est celui-là. Avant de passer la parole à Philippe Martinez, je vais quand même, parce que vous avez pris le micro, mais vous n'avez pas entendu ma question, donc je vais vous la poser. C'était la question sur la place des employeurs au regard de la chaîne de valeur. On en a parlé tout à l'heure rapidement, et je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, et de vous entendre sur ce sujet-là. Alors, vous avez cité, Monsieur Suppiot, le drame du Rana Plaza. Je ne sais pas quelle était la connaissance des donneurs d'ordre, mais d'une certaine manière, moi j'entends le point de dire, connaissance ou pas connaissance, il y a une responsabilité morale à défaut d'une responsabilité réelle. Et on a voté une loi en France, MEDEF n'était pas très aligné sur cette loi, mais elle est votée, qui s'appelle le devoir de vigilance. Bon, elle y est, et maintenant on y est soumis, et donc ça oblige les grandes entreprises qui sous-traitent, alors à l'étranger essentiellement, mais enfin ça s'adapte partout, à s'assurer autant que faire se peut que leurs sous-traitants on respecte les différentes conditions. Mais là on retombe sur le problème précédent. Si on est les seuls à faire ça, et si personne d'autre n'applique si on donne le mouvement... Quand vous dites les entreprises françaises, pardon, dont le siège est en France, oui. Alors la nationalité d'une entreprise, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, pour faire simple, les entreprises dont le siège social est en France s'appliquent ou s'engagent à faire respecter ce devoir de vigilance, qui n'est pas simple d'ailleurs, parce que jusqu'à quel niveau d'ingérence on va dans le rapport de sous-traitance, c'est un sujet complexe. Mais enfin, je pars du principe qu'on peut le faire, mais que partout autour de nous, ce n'est pas le cas. Eh ben, on retombe sur le problème précédent. Alors on peut se dire, moi, M. Potier, qui était le député qui portait cette loi, m'a dit oui, mais on va entraîner un mouvement dans le monde entier. Je serais ravi qu'il ait raison. Je ne l'ai pas encore vu, ce mouvement, même au niveau de l'Europe. Parce qu'on parle de normes internationales, même au niveau de l'Europe, on n'arrive même pas à avoir le même IS, même impôt sur les sociétés. Donc on n'arrive même pas à avoir une fiscalité comparable. Et donc, je veux bien que les entrepreneurs français aient le dos large et qu'ils soient la cible de nombreuses critiques, ils le méritent sûrement. Mais vous pouvez nous aider d'une certaine manière en faisant que les règles du jeu soient plus équitables et que sur des sujets comme ça, on ne soit pas toujours en avance des autres. Alors Philippe Martinez, peut-être voulez-vous réagir à ce que vient de dire Geoffroy Roux de Bézieux, mais j'avais une question également sur l'OIT et les normes qu'elle édicte. Est-ce qu'elles vous semblent aujourd'hui adaptées? Et est-ce qu'il faut faire en sorte que l'OIT dispose de davantage de pouvoir? Je pense par exemple à l'OMC, ou alors est-ce qu'il faut un tribunal? Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, et la question s'est quand même posée. Oui, non, je voulais juste dire à M. Roux de Bézieux, il n'a pas dû l'avoir dans l'héritage, mais que M. Gattaz voulait nous emmener, Laurence en rappelle, il voulait nous emmener en Chine pour nous montrer le pays du futur en matière d'économie libérale et de droits syndicaux. Je ferme cette parenthèse. Avec M. Roux de Bézieux ailleurs. Oui, non, mais il y a une évolution. Il y a une évolution dans le MEDEF, on le note. Non, il y a besoin, premièrement, quand on en sport, en sport, celui qui ne respecte pas la règle du jeu, il est expulsé. Il ne joue plus. Et donc, il faut que les réglementations internationales soient la règle pour tout le monde. Et alors évidemment, ça c'est des belles paroles, mais il faut au moins qu'il y ait que les recommandations de l'OIT deviennent des exigences et la loi, et qu'elles puissent être qu'il y ait une justice pour les mettre en œuvre. Mais moi, j'alerte. Et Geoffroy Roux de Bézieux me dit, demandez-lui, on fait comment? Attendez, je continue, Monsieur Roux de Bézieux. Comme c'est une organisation tripartite. D'ailleurs, encore une autre petite parenthèse. L'OIT, qui est une émanation de l'ONU, qui est une organisation, a moins de pouvoir que l'OMC, qui ne représente pas grand-chose. On est bien d'accord. Justement, oui, c'était l'objet de ma question. Faut-il qu'elle ait davantage de pouvoir? Pourquoi on ne respecte pas des directives, des lois d'une organisation de l'ONU, alors que les règles de l'OMC deviennent une référence, y compris pour les États? Mais je finis juste là-dessus. Comme c'est une organisation tripartite, les marchés publics pèsent beaucoup dans l'économie mondiale. Et donc, on pourrait, avec évidemment le patronat, dire que pour tous les investissements publics, pour tous les appels d'offres publics,
les entreprises qui ne respectent pas au minimum les conventions de l'OIT n'ont pas le droit de concourir à ces appels d'offres. Nous avons signé tous une charte sociale pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. C'est la première fois que ça existe dans l'organisation. C'est-à-dire, il y a une charte environnementale, c'est très bien, parce que social et environnemental, ça va ensemble. Eh bien, pourquoi nous ne pourrions pas être porteurs à l'OIT, à l'occasion du centenaire, de cette idée que tout investissement public, et les marchés publics, je vois en France et en Europe, c'est environ 40% à l'échelle du monde, je ne sais pas, eh bien, pour concourir aux offres, il faudrait que les entreprises aient, dans les appels d'offres, une charte sociale qui contienne au minimum, les règles édictées par l'OIT. Voilà. Et celles qui ne jouent pas. Proposition concrète. Voilà oui. Avec un tribunal, enfin une sorte de tribunal qui dit bah, vous n'avez pas le droit de jouer, vous ne respectez pas les règles. Il faut que, si on veut une concurrence loyale et non faussée, eh bien, il faut que les règles sociales soient respectées. Alors peut-être un petit mot juste rapide d'Yverrier, après on passe la parole à Laurent Berger. Oui, sur cette question, c'est incontestablement un modèle qui semblerait permettre de relever le normatif autour de la planète. La difficulté, enfin moi je suis quand même un peu interrogatif là-dessus, parce que dès qu'on parle de clause sociale, dès qu'on parle de cohérence, le discours se bloque à l'OIT. Et on n'a pas réussi. Je me souviens que le gouvernement français avait porté un projet de résolution sur la cohérence en 80, je ne sais plus exactement, en 90, quelque chose comme ça, qui a échoué d'entrée de jeu à la conférence internationale du travail. Je pense qu'il faut aujourd'hui travailler, dans un premier temps, je ne suis pas en désaccord avec l'aboutissement, mais dans un premier temps, travailler à renforcer le système de supervision et de contrôle de l'OIT. Et l'article 37.2 du tribunal permettrait justement d'évacuer aujourd'hui tout ce qui fait polémique, notamment avec les employeurs, le groupe des employeurs à l'OIT, sur l'interprétation de telle ou telle convention. Il faut faire attention que dans l'ordre international, si la norme devient contraignante et obligatoire, il faut trouver d'abord le tribunal en question. Ce n'est pas le même que le 37.2, et donc celui qui sanctionne. Et là, ça peut poser quand même un problème démocratique à un moment ou à un autre. Et deux, le risque serait d'abaisser le niveau de la norme. C'est-à-dire que si ça devient contraignant, eh bien, la norme sera négociée plus basse. Et on a déjà, par la question de la ratification, ce problème. Le protocole sur le travail forcé a été adopté à la quasi-unanimité par la Conférence internationale du travail. Il porte sur les questions d'esclavage moderne, donc on peut penser qu'il y a un mouvement humaniste qui devrait l'emporter. Eh bien, à cette heure-ci, on l'a adopté en 2014, on est 4 ans plus tard. Les pays de l'Union européenne n'ont pas tous ratifié ce protocole et ils prennent beaucoup de temps pour le ratifier. Donc, c'est un protocole de haut niveau parce qu'il contient en particulier la responsabilité des donneurs d'ordre, explicitement. C'est la première convention, y compris dans une convention fondamentale, qui soulève la question de la responsabilité du donneur d'ordre, qui impose aux États de mettre en œuvre et de rendre des comptes sur les plans nationaux d'action, y compris coordonnés au niveau régional ou international, sur la lutte contre le travail forcé, qui contient des dispositions sur l'accès au recours des travailleurs en situation de travail forcé, y compris la possibilité d'être régularisés dans le pays lorsqu'ils sont migrants et qu'ils sont trouvés en situation de travail forcé. Donc, ils posent des problèmes politiques. Donc, on a une norme de très haut niveau et on voit qu'on a du mal à la faire ratifier. Alors, il y a une grosse campagne. Je pense, alors là, je me tourne vers le directeur général, je pense que le directeur général et le bureau devraient accentuer la campagne. Je trouve qu'elle a été insuffisamment portée, cette campagne. Mais voilà, je voulais juste expliquer cette question.
Autre message qui vient d'être passé. Laurent Berger, alors justement sur cet avenir pour l'OIT, enfin non pas que l'OIT soit menacée, mais cette évolution pour l'OIT, est-ce qu'il faut, à côté des normes incontournables qui présentent des faiblesses, est-ce qu'on peut réfléchir aussi à quelque chose peut-être de plus souple, une soft law, que sont par exemple les accords cadres internationaux? Aujourd'hui, il y en a quand même quelques-uns qui sont signés. Est-ce que ça pourrait être une manière aussi pour l'OIT d'être plus réactive par rapport aux enjeux qui s'ouvrent aujourd'hui? Mais l'un ne s'oppose pas à l'autre, en fait. Alors, moi, je suis le persuadé. concert. Bah, oui, bien sûr. Bah, vous savez, Monsieur Suppiot, il a parlé du conflit des logiques. Moi, je ne connais pas de conflit des logiques qui se règle sans qu'à un moment donné, en absence d'accord des acteurs, il y ait des règles. Je préconise souvent qu'il faut un accord plutôt des acteurs et que c'est souvent bien plus puissant. Mais lorsqu'il n'existe pas, il faut des règles. Et si l'OIT venait à renoncer, et ce n'est pas ce qu'elle est en train de se faire, mais à son rôle normatif, je pense elle perdrait de son rôle. Elle perdrait de son influence. Par contre, qu'elle soit capable, de façon concomitante, de développer et de promouvoir le dialogue social transnational, au contraire, c'est une voie, c'est une vraie voie de progrès. Mais c'est pas l'un ou l'autre, quoi. Je crois que c'est extrêmement important. Non, effectivement, en parallèle. Voilà, c'est en parallèle. Et donc là, il y a une voie, c'est clair, hein, pour essayer de faire avancer, y compris ceux qui veulent avancer. Parce que ça a été très bien expliqué par Yves que dans le mouvement qui est celui de l'OIT, lorsqu'on a un protocole de haut niveau, une norme, etc., bah, tout le monde ne veut pas avancer de la même manière, mais on peut le faire y compris au niveau des entreprises. Vous avez parlé, moi je me réjouis de voir que cette loi sur le devoir de vigilance sur laquelle il a fallu batailler, elle soit soulignée parce que mais une entreprise peut aller beaucoup plus loin que ce que lui impose cette loi sur le devoir de vigilance dans sa relation avec ses sous-traitants de la chaîne de valeur. Donc moi je crois oui au dialogue social, y compris transnational, mais il faut que l'OIT garde sa capacité normative. Il y a une chose qu'on a peu évoquée, mais je ferai juste une évocation rapide, parce que ça a l'air de s'agiter derrière la porte derrière. Exactement. Et du coup, juste pour dire que l'OIT a une chance. Elle a une richesse, c'est le tripartisme. Et si on ne met pas ça en avant comme étant une vraie richesse, qui est une vraie complexité aussi, hein, pour en avoir discuté avec les uns ou les autres, notamment Bernard, c'est évidemment une vraie complexité. Mais c'est aussi une capacité à finalement faire vivre en son sein et ce tripartisme et de faire vivre dans le monde le multilatéralisme qui est quand même bien mis à mal, quoi. Et donc nous on a une capacité, c'est que toutes les parties prenantes pour le coup concernées par le devenir du travail sont autour de la table à l'OIT. Et donc il faut insister là-dessus et que chacun fasse un pas entre guillemets quand il est question du devenir de l'OIT, parce que comme toutes les institutions internationales, dans un monde avec des acteurs nationaux qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes, elle est menacée, mais elle est entre de bonnes mains. Un mot, Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, juste sur finalement une réflexion sur votre remarque, l'OIT ne va pas mourir. Je ne sais pas. Je dis ça avec le sourire, cher Guy. Mais on voit bien quand même que les organisations internationales autour de ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, est en train d'être très menacées. Il ne faut pas se tromper de combat, hein. Aujourd'hui, le gouvernement chinois se balade dans le monde, notamment en Afrique, en disant « Regardez le modèle européen, il ne fonctionne pas, il génère 1% de croissance ou 1,5% de croissance. Prenez notre modèle, ça fonctionne beaucoup mieux. » C'est ça la réalité, en finançant des infrastructures, etc., etc. Donc on est dans un... je pense qu'il faut le dire, c'est pas marqué dans ma fiche, hein, mais je vais me faire engueuler, mais on est dans un combat de modèle économique. Donc oui, c'est un vrai sujet. Oui, je vois Anne qui s'agite, mais c'est une conviction forte que je porte. On doit défendre un modèle, mais si vous nous demandez, là je m'adresse à mes trois camarades, enfin qui ne sont pas des camarades, mais mes trois... Presque. Au sens syndical du terme, large. Voilà, mes camarades de tribune, merci Bernard. Si vous nous demandez trop, si vous demandez d'être la lumière du monde, on ne va pas y arriver. C'est ça le problème, hein. Ben, le mieux-disant social, mon cher Laurent, il est quand même en France. C'est quand même le pays c'est quand même le pays, peut-être avec l'Allemagne, où les droits globalement des salariés sont les moins mal, je dis pas les mieux, les moins mal respectés.
Non, mais ouais, j'apprends. Et puis la deuxième chose, sur les accords d'initiative volontaire, il faut quand même le souligner, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont pris des accords. Je vois les gens de L'Oréal dans la salle. Il y a un accord sur un socle social mondial. Et donc, il y a des gens qu'il faut saluer et qui sont en général des entreprises européennes et souvent françaises qui ont pris des initiatives volontaires, négociées à peu près dans tous les pays. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas combien il y en a. Et donc, oui, il y a une capacité. Mais encore une fois, je pense que la vraie question, elle est celle du modèle social qu'on sait défendre ou pas défendre et qu'il faudrait déjà défendre au niveau européen. Bien, Alain Supiot, il vous reste alors le temps de l'arrivée de la ministre qui ne devrait pas tarder. Alain Supiot, vous avez pris des notes, vous êtes le grand témoin après Bernard Thibault qu'il a été à la table ronde précédente. Dites-nous un petit peu ce que vous avez retenu et justement ce qui est important, vous qui avez travaillé justement sur les 100 ans de l'OIT. Bon, alors je voudrais préciser que je suis payé par la République pour essayer d'aider mes concitoyens à comprendre l'état du monde où on est et les débats sur ce qui devrait être, puisque je suis juriste. Hein, on est sur ces deux registres. Donc il me semble toujours de bonne méthode par essayer de se placer sur ce terrain, d'essayer de comprendre les transformations en cours. Ensuite, on peut faire des choix de valeur, avoir des débats entre nous. De ce point de vue, il me semble par exemple que la montée des souffrances mentales au travail ne prête pas à débat, c'est un fait. Alors on peut se boucher les yeux, les oreilles, mais c'est un fait. Il y a de plus en plus de souffrances mentales au travail. La notion de santé mentale n'existait pas dans notre code avant 1990, donc c'est un fait. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Ça œuvre à débat. Deuxième chose, Monsieur Roux de Bézieux a parlé de darwinisme. Alors là, je peux dire que du point de vue historique, on a eu deux grands moments où les relations internationales ont été dominées par l'idée justement d'une lutte darwiniste entre les nations, c'est avant 1914 et avant 1939. Et qu'à chaque fois, ça a donné lieu à des massacres qui étaient sans précédent historique. Et c'est la raison pour laquelle on a cru bon, à la fois en 1919, puis ensuite on l'a répété en 1944, de dire si on n'a pas un minimum de justice sociale, on aura de la violence. Et ça ne va pas être une violence révolutionnaire, romantique. Ça peut être une violence qui peut être captée par n'importe qui. Or, il me semble que l'actualité, même l'actualité française de ces derniers mois, montre que ce constat de bon sens demeure valable aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, il me semble que le mot d'ordre darwiniste, j'en prends un exemple, il avait trouvé une formulation chez M. Cameron, je vais terminer, je connais ma fonction de variable d'ajustement. Je vous fais confiance. Je salue Madame la Ministre au passage. Monsieur Cameron avait lancé, entre autres initiatives plus ou moins heureuses, un mot d'ordre pour son parti qui était le Global Race. Il s'agissait de dire à la jeunesse anglaise, votre avenir, c'est marche ou crève. Hein, en disant, il faut nager ou couler. C'était ça son expression. Ce que ça donne aujourd'hui, c'est le Brexit. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de réapparition, des fermetures, des réaffirmations de solidarité. Et ça redevient un monde dangereux. Et c'est ce qui rend à l'agenda de l'OIT toute son actualité. Nous avons besoin de règles du jeu communes pour éviter une montée de toute forme de conflictualité et de violence. Parfait. Les principaux syndicats français ont donc participé à cette table ronde au Sénat, organisée par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et il y a eu un débat entre les dirigeants de la CGT et du MEDEF autour de la révolution technologique qui frappe le monde du travail. Pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, le progrès technologique ne doit pas justifier des suppressions d'emplois. Mais pour Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, les algorithmes peuvent améliorer l'efficacité de certains secteurs d'activité, notamment la médecine. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.